Je suis Dorit Naon, j'écris les posts LinkedIn des chefs d'entreprise, je forme leurs équipes à LinkedIn, je suis autrice et chroniqueuse télé. Dans ce podcast pour la rubrique Management de Capital, je vous propose de recevoir chaque semaine des acteurs qui ont su répondre aux nouveaux défis du monde du travail. Remue Manage, le podcast qui secoue le monde du travail. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Rémi Régaud, le cofondateur d'Opso, agence de conseil en communication destinée aux associations, et Sylvain Raymond, le directeur général de la communauté Les Entreprises s'engagent. Bonjour à tous les deux. Bonjour Dorit. Bonjour. Sylvain, tu accompagnes les entreprises vers l'engagement. Toi, Rémi, tu accompagnes les associations pour booster leur taux d'engagement. Finalement, tu nous expliqueras tout ça. C'est quoi votre définition de l'engagement à tous les deux? Donc toi, Sylvain, du point de vue entreprise, et toi, Rémi, du point de vue associatif. Peut-être Sylvain, pour commencer? Oui, déjà, l'engagement pour nous, c'est tout ce qu'une entreprise peut faire, mettre en œuvre pour une société déjà plus inclusive, un monde plus durable. C'est-à-dire toutes les actions qui sont menées de manière volontaire, proactive, on va dire au-delà de leurs obligations en matière d'une responsabilité sociale, sociétale et environnementale. Je le définirais comme ça. Et globalement, une entreprise qui a conscience de ses impacts à la fois positifs et négatifs sur la société pour mieux pouvoir les maîtriser. L'impact, un mot très fort, il va beaucoup ressortir pendant cet entretien. Et toi, Rémi, ça serait quoi ta définition de l'engagement par rapport à vos activités avec Opso? Pour moi, l'engagement, il a plusieurs facettes, on va dire, puisqu'en fait, il y a plusieurs formes de s'engager aujourd'hui. Les associations, elles font un travail remarquable. Elles s'investissent au quotidien avec très peu de moyens. Et donc, c'est vrai qu'il y a un fort engagement personnel qui est mis effectivement lorsqu'on est dans une association, on est dans une fondation, qu'on soit salarié, qu'on soit bénévole, c'est hyper prenant, et je pense que l'engagement, c'est aussi une conviction à la fois personnelle, mais surtout pour moi aussi en tant qu'être humain et aussi personne engagée depuis longtemps dans le milieu associatif, on le fait aussi avec cœur, donc c'est hyper important. C'est très fort ce que tu viens de dire, l'engagement est humain, je pense qu'on sera tous les trois d'accord là-dessus et on va beaucoup y revenir aussi. Sylvain, je vais m'adresser à toi pour te faire réagir sur un chiffre. 44% des entreprises ont du mal à recruter des talents de la génération Z, donc les jeunes nés entre 95 et 2010, c'est une enquête Ipsos, et 84% des employés considèrent la diversité et l'inclusion comme un critère pour rejoindre une entreprise. On parle donc de marque employeur, le fait d'attirer les talents et de fidéliser les employés déjà présents à travers ces actions. Est-ce que c'est essentiel aujourd'hui ? En fait, on se rend compte que sur une économie où il y a beaucoup de métiers qui sont en tension, les comportements ont en effet considérablement évolué. On dit souvent qu'on est passé de l'ère de la sélection des candidats où les DRH pouvaient se permettre d'attendre que les CV arrivent sur le bureau à la séduction. C'est-à-dire que le fait et c'est toute la stratégie aussi de la machine France Travail qui s'est mise en place, qui est d'aller vers les personnes et notamment en effet les plus jeunes. Mais il y a plein d'actions qui sont menées envers tous les publics les plus éloignés de l'emploi, qui deviennent pour des entreprises aujourd'hui des opportunités pour en effet diversifier des talents. Et on se rend compte que c'est vertueux pour tout le monde, c'est-à-dire que plus une entreprise accueille cette diversité, au-delà de l'accueillir, elle l'accompagne aussi, parce que ça veut dire une exigence en termes de management et d'accompagnement de tous ces profils, plus elle est performante. Et en effet, les entreprises qui s'engagent le plus vis-à-vis de ces publics ont moins de problèmes de recrutement que les autres aujourd'hui. Et puis, il faut qu'elles soient, bien sûr, alignées avec les aspirations de ces jeunes. Et les questions, quand on parle d'engagement des entreprises, de pouvoir répondre à cette crise de sens qui a été décuplée notamment avec la période du Covid. Complètement. Pour certaines personnes qui étaient finalement en retrait, parfois en chômage partiel pendant cette phase, ça a été un sentiment d'être un peu inutile, relégué en troisième ligne de la société. Et en fait, du coup, l'engagement, ça devient une manière justement à la fois d'accompagner, mais en même temps de mieux mobiliser les collaborateurs dans l'intégration de ces personnes-là. Et en effet, point essentiel, c'est qu'aujourd'hui, par définition,
les pratiques de recrutement évoluent considérablement. On garde moins le CV, on s'attache plus aux fameuses soft skills, le savoir-être des personnes, le savoir-faire effectivement. Et ça nous oriente vers une logique qui est importante pour nous en tout cas et qu'on porte à cœur et qui nous tient à cœur aux entreprises s'engagent. C'est derrière chaque recrutement, il y a la perspective d'un engagement profond de l'entreprise à partir du moment où elle accepte de faire un pas de côté sur le profil vers lequel elle va. Et bien sûr, on parle aujourd'hui d'humilité, on parle de culture d'entreprise, et c'est toutes les valeurs qui nous animent. Je suis vraiment ravie de vous avoir tous les deux en face de moi. Rémi, les dons aux associations sont en hausse de 2,1% selon Le Monde. Comment on fait pour maintenir le cap et même l'augmenter? Soyons ambitieux. Comment on fait? Je pense que c'est aussi justement le rôle un peu de tous de pouvoir montrer aussi, surtout en cette période compliquée depuis plusieurs mois au niveau de l'actualité, on va pas se mentir, de montrer des actualités positives, de montrer ce qui se fait de bien dans notre pays. Ça incite aussi du coup les gens à s'engager plus, que ce soit dans les entreprises et aussi dans les ONG, et aussi peut-être augmenter le taux de confiance que peuvent avoir les Français vis-à-vis des associations. Il y a à peu près 93% des Français. On a fait un sondage avec BVA récemment qui montre qu'effectivement que les Français sont particulièrement solidaires. On a à peu près un Français sur deux qui s'engage dans des causes sociétales, environnementales. Donc il faut pousser, montrer ces messages positifs. C'est ce qu'on fait aussi nous de notre côté. On a créé récemment un événement qui s'appelle la Grande Soirée de l'Engagement. On a réuni plus de 150 acteurs engagés, que ce soit des associations, des fondations, des entreprises et aussi des personnalités publiques et politiques, à la fois pour célébrer l'engagement et la solidarité, et aussi pour mettre à l'honneur justement des initiatives remarquables qui se font quand même dans notre pays, il faut le dire, et aussi parfois des plus petites associations et fondations, puisque c'est vrai qu'on voit régulièrement dans les différentes campagnes et aussi dans les médias souvent les associations et fondations qu'on connaît, voilà, qui sont assez conséquentes, qui font un travail remarquable. Mais c'est vrai que je pense qu'il faut aussi donner la parole un peu à toutes et à tous, et ainsi justement donner envie aux Français de pouvoir soutenir plus de causes et de pouvoir aussi donner de l'argent quand c'est possible, bien évidemment. Comme tu le dis, on est dans un contexte sociétal qui est pas toujours simple, loin de là, donc ça fait vraiment du bien d'entendre et de savoir que il y a cet élan de solidarité dont tu parles. Sylvain, il y a énormément de termes qui sont galvaudés. On parle de bienveillance, on parle d'engagement. Au final, aujourd'hui, il y a beaucoup de définitions qu'on ne connaît même plus. C'est quoi finalement une entreprise à impact positif? J'aimerais, et c'est bien parce que ça va recouper avec la réponse d'avant, c'est-à-dire que entreprise, association, structure à impact, économie sociale et solidaire, citoyen. En fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, quand un monde est face au mur de défis qui se démultiplient, il y a cette nécessité de faire mieux et plus ensemble. Et donc c'est vrai que c'est important, je trouve ça intéressant de passer au-delà même des statuts, c'est-à-dire que à la tête des entreprises, à la tête des associations, au niveau des influenceurs, des médias et même des personnalités du monde public, on a des gens qui ont envie de relever ces défis. Et donc tout l'enjeu aujourd'hui, c'est la sincérité que ces gens peuvent avoir à les relever ensemble. Et donc je pense que en effet, on est passé. Ça, on dit ça souvent que s'engager, c'est refuser de se résigner. Moi, je pense que en effet, l'essentiel, c'est d'engager cette logique de réconciliation, parce qu'il y a plein de grandes causes à relever. On le voit, il y a des conflits internationaux qui ont des impacts partout dans le monde, y compris en France. Il y a les grandes transitions climatiques, de transformation digitale, qui accélèrent un certain nombre de défis. Et donc, je dirais que en fait, la sincérité, la notion d'impact, elle est véritablement liée à l'alignement que peuvent avoir ces personnes vis-à-vis de leurs institutions, que ce soit à la tête d'une association, d'une entreprise ou autre. Le principal, en effet, pour moi, c'est vraiment cet alignement-là. Et l'impact, il est galvaudé justement quand il est affiché d'une certaine manière, mais que derrière, il n'y a pas concrètement les faits et les actions qui vont avec. On parle de washing. Oui, bien sûr, mais il y a toujours, et d'ailleurs, c'est ce qui est intéressant, c'est que nous, on se rend compte dans une communauté comme les entreprises s'engagent, que c'est pas forcément celles qui en parlent le plus, qui en font le plus. Et notre enjeu à nous, c'est pour ça qu'on a essayé de chercher une méthode qui permettait de valoriser la progression des entreprises
et d'essayer de mettre en avant celles qui en faisaient le plus. Aujourd'hui, pour rejoindre la communauté, il faut prendre des engagements sur une plateforme qui sont suivis tous les 6 mois. À la fin, il y a un bilan et l'année d'après, on leur dit faites plus. Donc c'est comme ça que nous, on entend bien sûr suivre les impacts. Mais je pense qu'il y a un enjeu, essayer peut-être de mettre en avant plus celles et ceux qui font que systématiquement pointer du doigt justement ceux qui ne font pas et qui ont plutôt tendance à faire la une. On parle beaucoup des scandales et de ce qui ne fonctionne pas. Ouais. Mais nous, on essaie de faire un peu l'inverse. C'est vraiment donner la parole à ceux qui font même parfois sans le savoir. Il y a plein de dirigeants d'entreprises dans la communauté qui s'engagent sans le savoir. Mais nous, on a envie de le faire savoir à leur place. Ouais. Et puis même d'autres qui n'osent pas en parler, qui se disent qu'ils vont pas se mettre en avant parce que c'est peut-être prétentieux ou quoi que ce soit. Non, on a besoin de mettre en avant des engagements pour montrer l'exemple et inciter aussi d'autres entreprises à avoir cet impact positif, finalement. Oui, mais je pense qu'en fait, on se rend compte que chez certains dirigeants, c'est complètement ancré, naturel. Et quand c'est ancré et naturel, le fait de le conscientiser, de le revendiquer, c'est pour le coup, c'est contre nature. Et donc, ce qu'on essaie de faire en sorte, c'est en effet, sur la base des témoignages qui peuvent être les leurs par rapport à ce qu'ils font concrètement dans leurs entreprises, c'est de leur donner la parole. Parfois, en fait, ils savent pas tellement pourquoi on leur donne la parole, mais à la fin, on a des assemblées qui sont inspirées par des nouvelles pratiques particulièrement innovantes. Et je vois quel que soit l'engagement ou la cause qui est soutenue. Rémi, on va parler réseaux sociaux ensemble. Ouais. On parle beaucoup des réseaux sociaux pour booster son taux d'engagement, mais en l'occurrence, les associations ont besoin de faire rayonner leurs engagements pour les dons. Mais est-ce que tu peux nous expliquer justement pourquoi c'est essentiel pour les associations aujourd'hui d'être présentes sur les réseaux et comment elles peuvent justement faire rayonner grâce à ces outils-là? Alors c'est vrai que les réseaux sociaux, ça n'a pas toujours une bonne image. Voilà, il se passe beaucoup de choses, effectivement, surtout sur certains réseaux dont on connaît les noms. Mais c'est vrai qu'il y a aussi un énorme élan de solidarité, notamment pour les ONG et aussi pour les entreprises, il faut le dire, puisqu'en fait c'est souvent sur les réseaux que l'entraide va se mettre en place. On voit vraiment la générosité des Français lorsque il y a un drame qui arrive, voilà, qui fait parler dans l'actualité, etc. Que ce soit pour Notre-Dame ou aussi pour des causes sociétales, environnementales. Lorsqu'il y a des tremblements de terre, les Français s'engagent et en fait on a des associations qui sont extrêmement présentes et justement c'est une difficulté aussi pour nous, c'est pour ça qu'on a créé aussi OPSO il y a tout juste 1 an, c'est d'accompagner justement les ONG, notamment les petites et moyennes, mais aussi les grosses, parce qu'on s'est rendu compte que les ONG sont pas forcément encore adaptés avec tous les outils qui existent déjà sur le marché, parce qu'il y a plein de choses qui se font, notamment par les acteurs de l'ESS, plein d'outils qui sont présents, mais il faut les accompagner justement pour se servir de ces outils et aider à ce qu'ils puissent dynamiser leur communication, leur collecte de fonds, etc. Donc les réseaux sociaux, ça reste primordial, il faut qu'ils continuent à continuer et de façon intensive. Mais justement, on parle des réseaux sociaux pour parler de ses engagements en tant qu'entreprise, pour faire rayonner sa marque employeur. On parle aussi du fait que les dirigeants n'osent pas toujours parce qu'il y a cette idée d'humilité. C'est quoi la problématique des associations? Est-ce qu'il y a aussi cette pudeur de pas oser mettre en avant leurs engagements, ou est-ce que c'est vraiment une inconscience qu'il y a une possibilité, un levier de traction en fait, de dons? Je pense que déjà là-bas c'est un problème de moyens, voilà, très clairement aujourd'hui les ONG n'ont pas forcément les moyens d'investir sur la communication. Voilà, la communication c'est souvent un petit peu au dernier plan, lorsqu'on peut effectivement se permettre de prendre un salarié, un alternant sur la communication, on va le faire, mais ça traîne toujours beaucoup. Et souvent, on le voit dans des ONG, on les conseille parce que on remarque que voilà, il y a certaines personnes qui peuvent faire soit de l'administratif, soit de la comptabilité, qui peuvent aussi endoser pour eux ce rôle de communicant, sauf que c'est un vrai métier, la communication. Et la communication au niveau des ONG, c'est encore différent que la communication, on va dire traditionnelle, qu'on peut connaître aussi dans les entreprises. Donc déjà, donner plus de moyens aux ONG pour qu'elles puissent justement recruter du personnel qui soit formé sur les questions de communication, les accompagner sur la mise en place des outils pour qu'ils puissent s'en servir, et aussi, encore une fois, booster les différentes campagnes qu'ils peuvent mettre en place. Et voilà, c'est quelque chose qui se fait sur la durée.
Et c'est très important de rappeler que les réseaux sociaux, effectivement, c'est beaucoup décrié. Quand on parlait tout à l'heure, Sylvain, du manque de nuances, et du fait qu'on a toujours un petit peu tendance à pointer le négatif des situations, c'est le sujet des réseaux sociaux, mais ça peut aussi avoir un impact très positif et accompagner des associations qui œuvrent pour l'utilité publique et autres vers les dons. Donc, très important de savoir bien utiliser les réseaux sociaux. Totalement. Sylvain, les entreprises s'engagent, c'est une très belle communauté, c'est plus de 85 000 membres. Elles s'articulent comment leurs actions et leur impact? Mais aujourd'hui, les entreprises s'engagent, donc en effet, 90 000 membres même. On a passé cette barre récemment, qui prennent des engagements, comme je l'évoquais tout à l'heure, en entrant dans la communauté, d'essayer de respecter bien sûr les règles fondamentales, ça va de soi, que ce soit fiscal, juridique, réglementaire. Après, elles prennent des engagements et elles sont accompagnées de deux manières, soit à travers une plateforme qui s'appelle lesentreprises-s'engagent.gouv.fr, où, en fonction des engagements qui seront pris, elles seront recontactées par des opérateurs publics pour mettre en œuvre les engagements. Donc typiquement, aujourd'hui, il y a une dizaine de thématiques qui couvrent de plus en plus tout ce spectre de la responsabilité sociale, sociétale, environnementale des entreprises. Ça va véritablement du recrutement des personnes réfugiées, par exemple, jusqu'à faire son plan de sobriété énergétique. C'est très vaste. Oui, c'est extrêmement vaste. C'est 10 axes, 70 engagements possibles et autant d'opérateurs qui vont prendre par la main les entreprises. Et là, on va dire que c'est un parcours très individualisé. C'est que mon entreprise, elle part parfois vraiment, c'est la politique des petits pas. Elle commence par recruter quelques jeunes issus du contrat d'engagement jeune, donc ces jeunes les plus éloignés de l'emploi. Puis quelques années après, elles se retrouvent à mobiliser des collaborateurs dans le cadre du plan Un jeune, un mentor, et derrière, elles vont s'attaquer à d'autres sujets, soutenir une association financièrement, et puis, en effet, faire la transition écologique. C'est cette logique de cohérence entre les différents engagements sociaux, sociétaux, environnementaux qui, pour nous, crée la performance. Et c'est pour ça qu'il y a cette approche individualisée via la plateforme. Puis après, il y a la magie des rencontres. C'est vraiment cette idée que, en complément de cette logique digitale, ces dirigeants d'entreprise puissent se rencontrer partout en France, toujours dans cette logique de coalition, de réconciliation entre le public, le privé et la société civile. D'ailleurs, nos clubs, les entreprises s'engagent, sont animés par un triptyque qui représente l'entreprise, le public et la société civile. Et là, on a des milliers d'entreprises qui vont se rassembler, soit autour de formats de dialogue, de sensibilisation autour de toutes ces thématiques. Très important. L'engagement des collaborateurs. On parle à l'instant de messages d'entreprise. Nous, on a un enjeu, essayer de faire en sorte qu'il y ait plus d'entreprises qui soient mécènes. Je crois que c'est 9% des entreprises en France qui sont mécènes seulement. Il y a un vrai enjeu, essayer de faire en sorte qu'on comprenne qu'on peut établir un lien avec des associations, avec des structures d'intérêt général à travers le mécénat. C'est typiquement le genre de sujet qui peut être traité dans le cadre de ces clubs. Puis il y a des événements de passage à l'action où là, parmi eux, des job dating sportifs très connus, Stade vers l'emploi, qui permet à des demandeurs d'emploi et des recruteurs de se rencontrer sur des terrains sportifs, à des opérations, l'art d'accéder à l'emploi, qui permet justement d'essayer d'identifier des nouveaux talents via la pratique culturelle, jusqu'à des fresques du climat, etc., etc. Donc on a cette double approche où l'entreprise qui rejoint la communauté, elle a un accompagnement individualisé et puis cette possibilité de rejoindre un groupe de pairs pour pouvoir échanger, dialoguer et passer à l'action. Très, très éclectique. Tu nous as parlé du programme Un jeune, un mentor. Ça m'intrigue. Tu peux nous en parler un peu plus ? Mais Parce que ça paraît là comme ça, quand on entend le terme, un très très bel engagement déjà. Oui, alors c'est une conviction qui est née il y a quelques années maintenant. Ça a été annoncé en 2021, cette idée que dans le cadre d'un plan de relance qui s'appelait le plan Un jeune, une solution, on avait un enjeu, essayer de trouver un dispositif qui permettait d'accompagner les jeunes dans leur recherche d'apprentissage, dans leur recherche de stages, de contrats, de premiers contrats, notamment les jeunes des quartiers prioritaires de la ville, les jeunes issus de zones rurales, on va dire. Globalement, l'idée qui a été la nôtre, ça a été de dire, essayons de faire confiance à toutes les associations en France qui sont mobilisées sur ce sujet et qui étaient déjà fédérées au sein d'un collectif qui s'appelle le collectif Mentorat. Il y avait 25 000 jeunes qui étaient accompagnés par des mentors en France en 2021.
Aujourd'hui, quelques années après, on est à plus de 200 000 jeunes qui sont accompagnés par an. Entre les deux, il y a quoi? Il y a une volonté commune, et là encore, cet enjeu de réconciliation. D'un côté, la puissance publique qui impulse quand même avec des investissements assez lourds. C'est 30 millions d'euros qui ont été investis par an sur plusieurs années. Il y a des dirigeants d'entreprise. Aujourd'hui, c'est 68% des mentors du plan Un Jeune, un Mentor qui sont issus d'entreprises, donc qui sont des salariés d'entreprise. Et puis il y a bien sûr un peu ce qui a été évoqué, cette magie de structures d'intérêt général qui comprennent que non, la communication ça peut être aussi une arme positive pour faire avancer les causes, et c'est pas sale entre guillemets. Que oui, on peut avoir une culture de l'impact même quand on est une structure de l'économie sociale et solidaire, pour aussi rentrer dans le référentiel, notamment des entreprises qui ont besoin de savoir comment et où elles investissent leur argent. Et puis qu'en effet, il y a eu un mouvement de fond collectif, quelque chose qui a permis au plan Un Jeune, un Mentor de voir le jour. C'est une grosse mobilisation qui est née notamment grâce à Thibaut Guiduy au moment du plan Un Jeune, une Solution. Qui, on le rappelle, est le directeur de France Travail. Aujourd'hui, directeur général de France Travail. Merci beaucoup pour ces explications, Sylvain. Je pense que c'était important de développer parce que quand on parle d'engagement, c'est important d'appuyer un petit peu sur les jeunes aussi. C'est l'avenir de cette génération Z, de ces jeunes est très important, et bravo de les accompagner vers un emploi plus facilité avec ce programme. Rémi, selon association.gouv, 2/3 des 16 ans et plus déclarent avoir été impliqués comme bénévoles, adhérents ou donateurs dans une association. C'est un très beau chiffre. Comment tu expliques cet engagement humain, cette croissance? Au niveau des jeunes? Au niveau des jeunes, principalement, oui. Effectivement, je pense que notamment depuis la période Covid, on a vu qu'effectivement il y avait un engagement qui était différent. Alors on n'est plus sur les engagements d'il y a 10, 20, 30 ans. Alors j'étais pas là parce que j'étais encore très très jeune à l'époque, mais je pense qu'effectivement on a un engagement qui a évolué, puisqu'en fait on a des bénévoles notamment qui s'investissent aujourd'hui dans des associations pour des missions plutôt de proximité. Ils vont pas forcément s'engager pendant 10, 15, 20, 30 ans comme ce fut il y a encore quelques années, et je pense que l'engagement des jeunes a aussi vraiment évolué. Voilà, ça c'est une réalité, et je pense aussi que c'est vraiment par rapport au climat actuel aussi, ça donne envie effectivement aux personnes de pouvoir s'investir, de pouvoir mettre sa pierre à l'édifice, et je pense aussi que c'est grâce encore une fois aux réseaux sociaux, parce que comme je le disais tout à l'heure, il y a plein de choses qui se font. Les réseaux sociaux, c'est aussi, alors moi j'adore les médias, tu le sais, mais c'est vrai que je trouve qu'aujourd'hui c'est plutôt les réseaux sociaux qui vont pouvoir mettre en avant tout ce qui se fait de positif, et du coup forcément ça donne envie aux gens aussi de s'investir davantage. Donc je pense que c'est aussi pour ça qu'on a beaucoup plus de jeunes qui vont s'engager aujourd'hui dans des assos et des fondations. Comment tu penses qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux ont un impact pour les jeunes ou les moins jeunes pour les inciter à s'engager plus ? À travers, je pense, les campagnes de communication qui sont portées par les ONG. On voit notamment en fin d'année, alors c'est là qu'effectivement on a beaucoup de campagnes d'appel aux dons qui sont faites. C'est aussi un petit peu un combat entre associations, on le sait, parce que du coup tout est lancé au même moment, mais c'est à ce moment-là qu'on voit le plus effectivement d'initiatives qui se mettent en place, qu'on puisse aussi découvrir plein de choses qu'on n'a pas le temps forcément de voir ailleurs. Et après effectivement sur les réseaux sociaux, il y a plein de stratégies qui peuvent être mises en place. Il faut les connaître, il faut les savoir mettre en place, et différents messages qui peuvent être véhiculés de différentes façons. Pour toi, c'est quel réseau aujourd'hui qui a le plus d'impact pour inciter les gens à l'engagement ? Alors forcément, pour moi, c'est être plus LinkedIn, je pense. Alors, ne serait-ce que pour les ONG, ça les aide aussi à se développer, puis ça va aider aussi ces organisations à pouvoir capter l'attention des entreprises. Donc, merci encore Dorine pour l'invitation, parce que je trouve que on fait un travail qui est hyper complémentaire. C'est vrai que les entreprises aident les ONG à mettre en place des ressources, et les ONG vont aider aussi les entreprises à pouvoir s'investir sur des causes sociétales, le temps de quelques semaines, de quelques mois, sur un accompagnement qui soit spécifique ou sur la durée, et aussi améliorer, il faut le dire aussi, l'image de marque, puisque quand on est dans une ONG et qu'on met en place un partenariat ou un mécénat, effectivement il y a de la valorisation qui est faite. Donc c'est dans les deux sens, je pense. Et forcément du coup ça a des répercussions sur l'engagement des personnes et sur les donateurs.
Et pour toi, Sylvain, c'est quel réseau social qui aurait le plus d'impact dans l'engagement pour inciter les gens à plus fédérer autour de causes? Mais moi, je pense au-delà des réseaux sociaux, c'est encore une fois celles et ceux qui les incarnent. Enfin, c'est globalement les personnalités qui s'en servent. Je m'explique. C'est typiquement le sujet de l'engagement des jeunes. On considère, pour beaucoup de monde, que les jeunes sont désengagés aujourd'hui. Ouais. En réalité, on se rend compte, il y a des spécialistes de ça, je pense à la Fonda notamment, qui a essayé d'analyser le bénévolat des jeunes, qu'en fait, non, ils s'engagent pas moins, ils s'engagent plus, mais dans des cadres complètement différents. Et en effet, il y a une crise des institutions en France qui globalement touche tout le monde. Alors bien sûr, les institutions public, l'entreprise, elle fait plus forcément rêver les jeunes, et nous on le voit bien. C'est pour ça qu'on développe des actions découvertes des métiers dès le plus jeune âge pour montrer que il y a aussi des entreprises engagées qui méritent de s'y intéresser. Et les associations elles-mêmes n'échappent pas à la règle de cette crise de confiance, de cette défiance vis-à-vis des institutions. Donc les réseaux sociaux, ils sont intéressants vis-à-vis de figures emblématiques. Nous on a écrit un livre avec Cyrielle Ariel il y a quelque temps où justement on donnait la parole à des personnes qui étaient issues de la société civile, des patrons de structures d'économie sociale et solidaire et des patrons d'entreprises. Entre les trois, je vous assure que quand on leur posait la question de savoir quelle était leur raison d'être, entre Brice Rocher, Yann Arthus Bertrand, Cécile Duflot et d'autres, ils nous donnaient la même, sauf qu'ils étaient dans des structures complètement différentes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, les jeunes, et là j'en viens à la question... C'est quoi du coup ce why commun? Mais je pense qu'aujourd'hui, on est plus porté par des personnalités que par des marques ou des structures et des institutions. Et typiquement, aujourd'hui, une personne qui porte en France la cause écologique, on pense à Camille Etienne. Quand on pense une personne qui porte la question des femmes, il s'avère qu'on en parlait ce matin, mais globalement, on pense à Anne-Cécile Melfer, on pense à Judith Godrèche qui a mené son combat. Et donc, je pense qu'il y a un engagement des jeunes, et donc il y a le réseau social qui devient un moyen vis-à-vis de ces personnalités qui émergent en tant que médiateurs, en tant que médias de cause. Donc je suis vraiment très en phase avec cette idée que les jeunes n'ont jamais été aussi engagés qu'actuellement, mais que par contre ça sort complètement des standards de ce qu'on voyait jusqu'à présent. Ça nous donne sacrément espoir tout ça, dis donc. Sylvain, ensemble, on a parlé de culture d'entreprise, de marque employeur, et maintenant si on parlait de RSE. On entend beaucoup parler de ce terme, la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. Selon le baromètre Segos 2023 sur la RSE, on a seulement 33% des employés qui estiment que l'engagement de leur employeur en matière de RSE est à la hauteur des grands défis mondiaux. C'est quoi les grands défis mondiaux ? Mais déjà, les grands défis, alors mondiaux, moi je veux pas avoir la prétention mais en tout cas par rapport à ce qu'on observe, c'est vrai qu'il y a un vrai sujet entre un cadre en France où ça fait 40 ans que les entreprises pratiquent une responsabilité sociale, sociétale, environnementale assez exigeante, entre contraintes et obligations, ça s'est structuré. On a un cadre, on parle de mécénat, de dons, qui est unique au monde. C'est le seul pays au monde où on a une défiscalisation qui est permise sur des dons des entreprises aux associations, y compris sur les individus avec la philanthropie individuelle. On a un modèle social globalement qui est très performant en France, auquel les entreprises contribuent beaucoup. On a une loi Pacte qui reconnaît à l'entreprise un rôle quasiment politique dans la société avec les entreprises à mission, cette fameuse raison d'être de l'entreprise. Et pourtant, en effet, ça reste un terme qui est très méconnu par les entreprises. Et moi, j'ajouterais à ces chiffres ce que nous, on a pu... il y a un baromètre chaque année, les entreprises s'engagent, qui est mené. Faut essayer de comprendre où on sont. Il y a 94% des dirigeants d'entreprises en France qui considèrent que l'engagement est consubstantiel au rôle de dirigeant d'entreprise. Ça, c'est top. Mais derrière, on se rend compte qu'il n'y en a que 21%, et ça rejoint exactement le chiffre qui a été donné, qui arrive à aller au bout de l'envie de s'engager. Entre les deux, c'est une difficulté d'accès au dispositif. C'est trop compliqué.
Il y a trop de labels, trop de certifications, trop de notifications. Oui, c'est une jungle des dispositifs qui fait qu'à un moment, pour un patron, alors pour les grandes entreprises qui ont les moyens de se payer du directeur de la RSE, c'est facile. Par contre, pour les TPE, PME, les ETI qui globalement ont pas forcément ces moyens-là, c'est un peu comme les associations qui se tournent vers des agences de levée de fonds. Il faut faire comprendre que c'est un investissement. Cet investissement qui crée de la performance et pour mener des causes et pour que l'entreprise elle-même puisse être performante. Et donc le vrai enjeu pour nous, c'est de comprendre pourquoi. Et en fait, le vrai sujet, c'est que il y a un manque d'informations, en tout cas un manque de ressources sur ces sujets, manque d'argent en effet, parce qu'on n'a pas compris que c'était un investissement, et surtout, c'est pour ça qu'est né les entreprises s'engagent. Il n'y a pas d'État facilitateur. Et on est quand même dans un pays, là encore, où les entreprises s'engagent incarnent la première mission de service public d'engagement des entreprises. C'est unique au monde. Donc, en effet, je peux pas répondre au niveau international, mais je sais qu'en France, on constate en effet cette difficulté. Nous, le message qu'on passe, c'est emparez-vous de cette communauté. Les entreprises s'engagent, c'est gratuit, c'est accessible à toutes les entreprises de toute taille. Il y a 90 000 entreprises, c'est génial, mais on peut aller beaucoup plus loin. Bien sûr. Avec cette idée que on dit souvent que les entreprises s'engagent, c'est un peu l'agence RSE, que les entreprises ne peuvent pas se permettre de se payer. Mais c'est un peu l'idée. C'est faites vos premiers pas avec les entreprises s'engagent, et puis après il y a plein de cabinets qui savent parfaitement faire le métier de permettre à ces entreprises d'aller toujours plus loin dans leurs engagements. Et finalement, il n'y a plus d'excuses, c'est gratuit, et on le rappelle, on rejoint aussi complètement le grand thème de la marque employeur, hein. C'est le nerf de la guerre, et c'est aussi ce que vous proposez à travers l'accompagnement aux engagements des entreprises. Donc vraiment, zéro excuse. Rémi, je vais te faire réagir aussi sur les grands défis, mais cette fois-ci, pas les défis mondiaux. On va rester sur les grands défis des associations aujourd'hui. C'est quoi ? Pour moi, le grand défi, c'est encore une fois, je pense, la transition digitale. On le voit quotidiennement. On accompagne pas mal d'associations aujourd'hui qui ont du mal à augmenter leurs ressources, parfois qui ont des dons qui baissent, parce que c'est même si effectivement tu le disais tout à l'heure en introduction, les Français sont plus généreux. On a des subventions publiques qui sont quand même, il faut le dire, à la baisse. Il y a de plus en plus d'associations aussi. Donc, il faut accompagner encore une fois ces associations à pouvoir passer le cap, utiliser les bons outils, les former et de pouvoir aussi pouvoir mettre en place des campagnes qui soient impactantes, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'associations en France. Il y en a plus d'1,5 million aujourd'hui. Et il y a quand même de la concurrence, il faut le dire, même si on est censé être tous solidaires, et ça, c'est dans un monde bienveillant. Voilà, il y a quand même beaucoup d'associations qui sont sur des thématiques qui sont plus ou moins similaires. Donc, il faut qu'elles arrivent aussi à se distinguer et à faire parler d'elles, à se faire connaître, plus de visibilité, plus de notoriété. Arriver à nouer aussi des partenariats avec des entreprises, des mécénats. Donc, nous, on accompagne justement ces ONG à pouvoir mettre tout en place une offre et un programme qui soit adapté, avec des contreparties de visibilité et aussi d'actions concrètes qui sont menées par les ONG. Donc, pour moi, c'est vraiment le défi qui est hyper important, c'est de pouvoir aider les associations à mieux se structurer au niveau déjà des outils qui peuvent être sur la partie digitale, mais aussi sur la partie structurelle. On constate aussi que il y a, comme tu le disais aussi, beaucoup de problématiques aujourd'hui concernant toutes les démarches administratives qui sont très lourdes pour des ONG, qui encore une fois ont très peu de moyens la plupart du temps pour faire face au quotidien, à la paperasse administrative, juridique, etc. Donc c'est vrai qu'il y a pour moi besoin d'alléger certaines choses. Il faut peut-être légiférer sur certaines actions en France, et justement donner plus de souplesse aux associations pour se développer, parce que vraiment aujourd'hui on le voit, c'est ça qui peut freiner et parfois aussi mettre en péril certaines structures. Tu viens de parler quelque part de cannibalisation entre les associations parce qu'elles ont des engagements qui sont un petit peu similaires, voire peut-être même de compétition. Est-ce que tu penses que la solution, ça serait pas d'agir en collectif finalement pour valoriser pleinement tous ces engagements-là ?
C'est un petit peu dommage comme état d'esprit. On œuvre tous pour le bien commun finalement. Effectivement. Après, c'est vrai qu'on est, comme je le disais, on est tous censés être solidaires, etc. Mais il y a tellement effectivement de structures aujourd'hui qui existent. Il y a beaucoup de choses qui se font en local, sur le plan national, etc. Et c'est vrai que les petites structures sont souvent effacées par les grosses, comme je le disais tout à l'heure. Et il faut les aider à pouvoir se démarquer. Créer quelque chose de collectif, ce serait super. Il y a plein de réseaux qui existent aujourd'hui justement pour inciter ces associations à pouvoir communiquer entre elles, à échanger sur les bonnes pratiques, etc. Mais il faudrait peut-être effectivement aller au-delà. Et après, effectivement, il faut se le dire, il y a une sorte de compétition parfois au niveau médiatique, au niveau des subventions, qui fait que les grosses associations qui aspirent entre guillemets plus de subventions sont mal vues par les plus petites, qui arrivent pas justement à avoir aussi cette aura qu'ils peuvent avoir auprès des institutions publiques et aussi auprès des médias. Donc c'est un vrai défi, encore une fois, sur lesquels il faut être mobilisé pour accompagner ces structures. Et l'ego n'est pas forcément l'ami de la solidarité. Sylvain, tout à l'heure, on a un petit peu parlé de why, donc ça rejoint la quête de sens. Je fais ma transition moi-même. La quête de sens qui est un enjeu majeur pour 92% des actifs. C'est une étude Audencia et Job That Make Sense. Mon accent anglais est fabuleux. Et un salarié sur 4 se dit désengagé. C'est un chiffre énorme. Est-ce qu'on peut dire que une entreprise engagée, c'est un cadeau pour la société, mais aussi pour son équipe ? En tout cas, une entreprise engagée, c'est d'abord une entreprise qui comprend, ou en tout cas qui n'oublie pas que son premier capital, c'est les hommes et les femmes qui composent l'entreprise. Merci de le dire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des progrès énormes, et nous on le voit en tant qu'opérateur public, dans une période où le sujet des conditions de travail, des accidents de travail et de la qualité de vie au travail est revenu sur le dessus de la pile. C'est bien. C'est qu'il y avait en effet un problème massif sur ce point, et on l'a évoqué tout à l'heure. Je pense que les crises successives, cet environnement parfois un peu anxiogène, le Covid en particulier, a rehaussé considérablement ce sentiment d'inutilité sur certains métiers, et en tout cas la nécessité de réaligner le sens que l'on peut donner et dans sa vie personnelle et dans sa vie professionnelle. Et donc là, les entreprises ont un chemin à parcourir qui est énorme en France en particulier, c'est évident. Il y a en effet toutes les actions qu'on peut mettre en place pour une meilleure qualité de vie au travail. Il y a beaucoup de choses et il faut faire très attention parce qu'il y a des choses qui peuvent être parfois des progrès, je pense au télétravail, mais à la fois très contestables pour des fonctions qui n'y sont pas éligibles entre guillemets. On peut en effet travailler sur un sujet qui nous tient beaucoup à cœur. On parlait de mentorat sur l'engagement des collaborateurs. Je pense qu'il n'y a pas de meilleure manière pour des collaborateurs de retrouver du sens au travail que de les faire incarner les valeurs de l'entreprise à travers les causes qui sont défendues. C'est pour ça que nous, là, on est en train de finaliser un rapport sur l'engagement des collaborateurs des entreprises pour essayer de faire en sorte que on puisse redonner ces repères, que il n'y a pas d'entreprise engagée sans engagement des collaborateurs, que permettre à ces collaborateurs sur son temps de travail de pouvoir mettre des compétences au service d'une structure, donner du temps au service d'une cause, c'est essentiel. C'est un accélérateur de formation expérientielle énorme parce qu'on développe des compétences, justement là encore ces fameuses compétences qui sont liées au métier d'accompagnement qui sont énormes. Je pense que ça passera beaucoup par là, mais en effet il y a beaucoup de chemin encore à parcourir sur ce sujet. Et on retiendra ta phrase de début. Moi, je suis vraiment restée sur ça, même si bien sûr j'ai écouté la suite. L'humain est au centre vraiment de tout dans une entreprise. Merci encore de l'avoir dit. Rémi, tout à l'heure, tu as dit quelque chose de très intéressant particulièrement, c'est les puissances des grandes associations qui peut-être, entre guillemets, écrasent les associations plus modestes. Donc là, notamment, moi, j'ai les Restos du Cœur, en association phare, forcément, qu'on connaît tous, le Secours catholique, la Croix-Rouge, Téléthon, Médecins sans frontières. Comment on explique les mécanismes d'empathie qui poussent les gens à s'engager vers une association plutôt qu'une autre ? Est-ce que c'est la médiatisation ? Est-ce que c'est une histoire personnelle qui fait écho aux personnes, aux donateurs ? Je pense qu'il y a vraiment les deux. Il y a effectivement le côté médiatisation. Je pense notamment au Resto du Cœur, voilà, qui ont un événement phare qui est les Enfoirés chaque année avec un partenaire de taille qui est le groupe TF1. Les autres associations sont installées historiquement depuis plusieurs
décennies en France, donc elles sont bien connues aussi des Français. Alors il y a pu y avoir des polémiques effectivement, comme dans toute structure malheureusement, que ce soit des associations, des entreprises et des fondations. À un moment donné, il y a forcément des turbulences malheureusement, mais je pense que du coup les Français apportent aussi plus de confiance à ces structures parfois. C'est aussi une solution de simplicité, et je pense aussi qu'il y a cette volonté aussi pour les notamment familles de pouvoir, et ça se faisait beaucoup, j'en ai parlé encore récemment avec certains sympathisants qui étaient là à une soirée qu'on a organisée. On a beaucoup de familles qui effectivement vont faire une sorte de transmission à leur entourage, à leurs enfants, à des amis, etc., en les incitant à s'engager dans telle ou telle association. Donc je pense qu'il y a cette partie-là, la partie médiatisation effectivement, qui fait que on va s'engager peut-être plus facilement, ou du moins aller chercher de l'information plus directement auprès d'une structure qui est déjà installée depuis un moment, et qui est bien connu des Français. D'où encore plus de travailler sa visibilité aujourd'hui sur les réseaux sociaux pour pallier. Tout le monde n'a pas TF1 par exemple en partenaire pour valoriser ses engagements en tant qu'association. Exactement. Là, l'idée c'est effectivement de pouvoir aider les structures à monter des partenariats, à aller voir des médias. Je sais qu'il y a beaucoup de supports de diffusion aujourd'hui qui justement font le nécessaire en tout cas pour aller vers des plus petites structures et les aider à se mettre en avant. Je pense notamment à Média Transport, encore récemment, qui a offert une campagne de diffusion et d'affichage à des petites et moyennes structures. Donc, je pense que c'est aussi un cheminement et une évolution qu'on doit tous avoir. C'est effectivement donner plus de visibilité, de moyens, encore une fois, à des petites et moyennes structures, et de faire en sorte que du coup elles puissent être connues à l'échelle, on va dire, nationale et aussi locale. Et vous, comment vous faites? Parce qu'autant Sylvain le disait très bien, c'est très éclectique, hein, il y a énormément d'engagements différents. C'est pareil pour les associations, hein, finalement, il y a beaucoup d'engagements, beaucoup de thématiques différentes. Comment vous faites chez Opso pour finalement faire un accompagnement obligatoirement personnalisé pour booster leur visibilité et donc leur engagement? Effectivement, là, on a des clients qui sont vraiment de toute, on va dire, domaine, de toute taille et structure. L'idée, c'est de pouvoir vraiment personnaliser et individualiser, on va dire, l'accompagnement. Donc nous, on va vraiment s'adapter aux besoins. Et la force qu'on peut avoir aujourd'hui avec Opso, j'ai monté cette boîte maintenant il y a 1 an avec Pauline qui est mon associée. Moi, je viens du terrain, Pauline aussi. J'ai travaillé très longtemps à la Fondation Le Refuge où j'ai géré la communication quasiment pendant 10 ans. Et voilà, je sais comment c'est compliqué aujourd'hui dans une association et dans une fondation. Je sais qu'on est amené à faire un peu tout. Voilà, même lorsqu'on est salarié, on est amené à faire de la communication, de l'administratif, parfois du juridique, parfois venir en aide directement auprès des bénéficiaires, etc. Et donc, pour nous, on a fait de ça une force. Et je pense que c'est du coup aussi notre force quand on va aider justement les structures qu'on accompagne à pouvoir se développer et à répondre à des moyens, à des attentes qui sont très concrètes finalement, et aussi très importantes pour eux. Donc on va pouvoir vraiment accompagner au maximum ces structures, que ce soit sur la collecte de fonds, sur la stratégie globale de communication, sur les partenariats, sur la partie sensibilisation, levée de fonds avec des événements de sensibilisation, des galas caritatifs. Donc voilà. Et si tu aurais un seul conseil à donner aux associations qui peut-être nous écoutent et qui souhaiteraient gagner en visibilité pour booster leurs dons, ça serait quoi? Investissez. Comme le disait tout à l'heure Sylvain, c'est hyper important. C'est certes effectivement un engagement financier qui peut être lourd à sortir sur le moment, mais à un moment donné, si on veut monter la marche, je pense qu'il faut investir. Et puis quand on investit, c'est sur la durée. Voilà, même si les résultats vont pas être là dans les prochaines semaines, elles se font sur la durée. Ça, c'est une évidence. Donc à un moment donné, il faut investir, et il faut aussi parfois se mettre en danger. Alors raisonnablement, bien évidemment. Le but, c'est pas de faire fermer les structures, mais en investissant et en y croyant, effectivement, on arrive à développer et surtout à faire gagner en grandeur chaque structure. Sylvain, toi, si tu avais un conseil à donner à une entreprise qui nous écoute, bien sûr, et on espère qu'il y en a beaucoup qui nous écoutent et qui veulent avoir un impact positif bien boosté, ça serait quoi? C'est
c'est de commencer par quelque part, c'est-à-dire de se lancer. Surtout, nous, on a la conviction que l'engagement, c'est d'abord des actions, du concret. C'est pour ça que au niveau de la communauté des entreprises s'engagent, on a cette réputation, comme je l'évoquais, de la politique du petit pas, où on essaie de passer les engagements progressivement les uns après les autres et qui peuvent amener vers des grandes trajectoires d'entreprises à mission ou même d'entreprises qui deviennent des structures de l'économie sociale et solidaire, des structures à impact. Et donc le conseil, c'est véritablement de faire cette introspection, parce que ça part du dirigeant d'entreprise. Cette fameuse raison d'être, cette question qu'on évoquait du why, finalement, c'est ce qui en fait la réussite, c'est quand elle se rejoint entre ce que veut le dirigeant d'entreprise vis-à-vis de son projet, bien sûr, et l'ensemble de ses salariés. Et donc, il y a dans tout ça une logique qui est là encore très participative, d'essayer de comprendre quelle est globalement derrière un métier, derrière une compétence, derrière une tâche ou une mission qu'on a à mener. Finalement la cause que l'on défend par-dessus tout. Et donc c'est de s'interroger profondément, collectivement, à tous les niveaux de l'entreprise sur finalement ce qui nous guide au-delà du métier qu'on exerce. Est-ce que ça serait pas travailler son intelligence émotionnelle finalement ? Mais si, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en gros, sur cette transformation des métiers, on voit bien l'intelligence artificielle débarque. Il y a cette phrase qui dit que non seulement avec l'automatisation, les progrès technologiques, on n'embauchait plus des bras. Ouais. Avec l'intelligence artificielle, on aura peut-être besoin de moins de cerveau. Par contre, il y a un truc dont on manquera toujours, et on manque encore aujourd'hui dans cette société qui est très fragmentée, c'est des cœurs et des émotions. Et donc du coup, le sujet de l'engagement, c'est ce terrain-là. Donc plus on l'investigue, que ce soit un dirigeant d'entreprise, un salarié qui dans sa vie est un citoyen, qui dans sa vie de citoyen est un bénévole d'association, est un donateur d'association, notamment à l'échelle des territoires, parce que je pense que c'est là que ça, c'est autour des enjeux de proximité, finalement, qu'on est en réaction par rapport à ces causes. Mais globalement, oui, c'est ce chemin-là que j'indiquerais de prendre, en tout cas, à ces personnes-là. Des mots très, très forts. C'est quoi tes projets avec les entreprises s'engagent ? C'est de faire en sorte que ce soit vraiment une politique publique qui soit le plus connue possible, parce que on doit lutter chaque jour contre ce non-recours. Alors on a cette chance en France de pouvoir l'animer. Notre objectif, c'est de faire en sorte qu'il y ait un maximum de dirigeants d'entreprise qui puissent se l'approprier pleinement. C'est de continuer en effet à élargir le spectre des engagements qu'on propose aux entreprises. Dans l'échange qu'on a là, moi ça me laisse à penser qu'on doit faire plus. En effet, je pense notamment au niveau des territoires. Je parlais de ce chiffre de 9% des entreprises qui sont des entreprises mécènes, pour rapprocher aussi les entreprises des territoires, des petites associations locales. Je crois que c'est 3/4 des entreprises qui pratiquent ce mécénat de proximité, mais comme il y en a que 9%, finalement ça fait trop peu. Et donc je me dis que voilà, on a encore bien des défis, et notamment de faire en sorte que l'entreprise comprenne que quand elle tend une main vers une association, vers une structure de l'économie sociale et solidaire, mais vers même un acteur public, vous savez, ces acteurs que tout le monde veut encore opposer, de cultures très différentes, de langages différents. Finalement, il y a derrière ça une logique d'enrichissement mutuel qui fait quand même on va plus vite. Donc en effet, il y a le fait que les associations puissent mieux travailler ensemble, mais globalement, qu'autour de ces causes communes, on puisse essayer d'être au-delà des statuts, encore une fois. Seul, on va plus vite, c'est ça, et ensemble, on va plus loin. J'avais un petit doute, mais ça rejoint, je pense, tu seras d'accord exactement ce que tu disais. C'est exactement ça. Rémi, toi, c'est quoi tes projets avec Opso ? Les projets, nous, avec Opso, c'est continuer, bien sûr, à accompagner ces ONG vers leur développement, aider aussi, justement, à faire plus de liens avec les entreprises et les accompagner, encore une fois, sur le développement des partenariats et du mécénat. Et on est en train de monter aussi une association qui s'appelle le Cercle des Engagés, qu'on a officialisé il y a quelques jours. Et l'idée, c'est de pouvoir rassembler tous les acteurs de la solidarité qui souhaitent justement adhérer à cette association pour faire en sorte qu'il y ait plus de cohésion. Justement, ça répond aussi un peu à la question que tu me posais tout à l'heure. Et de pouvoir s'entraider. Voilà, tout simplement, qu'il puisse y avoir des moments d'échange, de célébration, de partage, de rencontres. Donc voilà, on invite toutes les assos, fondations, des entreprises privées, publiques, des personnalités publiques et politiques aussi, à pouvoir se rejoindre, des bénévoles, des salariés, et finalement toutes les personnes qui sont engagées, qui se sentent engagées aujourd'hui, puisque
tu le disais en introduction, il y a plusieurs formes d'engagement aujourd'hui. Bien sûr. Moi, j'ai décidé de m'engager il y a maintenant 16 ans, donc j'avais 20 ans, pour des raisons très personnelles, puisque moi j'ai été victime d'harcèlement scolaire quand j'étais petit, et pour moi ça a été aussi un moyen, l'engagement, de pouvoir me construire personnellement, professionnellement, etc. Et c'est pour ça que je le disais tout à l'heure, pour moi c'est vraiment aussi, quand on s'investit, on peut le faire aussi avec cœur, voilà, au-delà de ses convictions personnelles, politiques, etc. Et pour moi ça a été vraiment aussi un échappatoire, de pouvoir trouver des associations à l'époque, de pouvoir trouver une main tendue, etc. Et j'ai voulu aussi, du coup, de mon côté, pouvoir aider de ma façon, que ce soit par mes précédentes expériences professionnelles dans diverses ONG, notamment le refuge, de pouvoir accompagner sur la durée des personnes qui sont formidables et qui font un travail vraiment remarquable au quotidien, que ce soit en local, au niveau national, que ce soit des bénévoles, des salariés. Il y a plein de choses qui se font encore une fois en France, plein de choses positives, et j'aimerais tellement aujourd'hui que les médias en parlent un peu plus. Donc je milite pour ça, et voilà, je fais en sorte, en tout cas à ma petite échelle, parce que je reste très humble avec ce qu'on peut faire aujourd'hui avec OPSO, de pouvoir justement aider d'autres structures à pouvoir se faire connaître davantage et avoir plus de ressources. Animé par une blessure personnelle et aujourd'hui au service du collectif, c'est très très beau. Bravo à tous les deux pour vos engagements hyper nécessaires aujourd'hui dans notre société. Merci énormément pour vos lumières, c'était très inspirant, très stimulant aussi. Bravo encore pour tout ce que vous faites pour booster l'engagement à vos niveaux, au niveau entreprise, au niveau associatif. Prenez soin de vous. Merci encore Sylvain Raymond et Rémi Régaud. Merci Dorit pour l'invitation. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous avez aimé, abonnez-vous sur votre plateforme préférée, ajoutez des étoiles, des likes et des commentaires. Rendez-vous la semaine prochaine.